Gestion du stress par rapport aux interventions. Ouais, bah, ouais, c'est vrai que c'est un bon sujet, on pourrait ouvrir là-dessus. Si tu as des questions précises, n'hésite pas. Sinon, moi, je peux commencer à t'exposer un peu ce que j'ai comme arme, pour ça. Ça peut être un bon début. S'évanouir en inter, ça doit arriver, ouais. Bah, en fait, si tu veux, quand on part en intervention, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On a le bip, certes, mais comme on parlait avec mon collègue, bah, le problème, c'est que tu peux partir pour une ouverture de porte, si tu es à 3 heures du matin, tu as aucune idée de, bah, comme la vidéo que j'ai republiée dans ma story là, avec, le policier qui vient toquer à la porte et il y a quelqu'un avec un couteau qui l'attaque, direct derrière, quoi. Donc le problème, c'est ça, c'est l'imprévisibilité du terrain, de la situation qu'on va rencontrer et c'est ça qui peut créer le choc qui fait, ce que tu as dit là, c'est-à-dire s'évanouir, par exemple, peu importe. Peu importe la situation, ça peut être de la sidération, c'est-à-dire qu'on reste figé, on ne va plus bouger. Ça peut être, un choc, post-traumatique, donc qui va rien faire sur le moment, mais qui à terme va laisser des séquelles. Il y a l'aspect préparation, donc le avant, bien en amont, c'est-à-dire quand tu sais que tu vas faire un métier comme ça, bah, il faut que tu aies une liste à peu près exhaustive, la plus exhaustive possible des situations potentielles qui puissent t'arriver, pour que tu sois jamais surpris. Même si bien sûr, il y aura toujours des situations qui nous surprendront, mais les grandes catégories, il faut que tu sois au courant, tu vois? Il faut que tu sois au courant que tu peux avoir des toxicos derrière la porte, tu peux avoir des gens armés, tu peux avoir des gens qui t'attaquent. Tu peux avoir des gens qui sont, dans un état, où ils sont complètement fous. Bref, toutes ces choses-là, tu peux voir des membres arrachés. Il faut que tu les simules mentalement parce que plus tu auras préparé ton cerveau à l'éventualité qui va arriver, moins quand le choc va arriver, bah, ça va être brutal. Si, alors c'est assez fou et assez gore dit comme ça, hein, mais si mentalement tu as simulé 15 000 fois, de voir des membres arrachés, de voir des bébés, écrasés, de voir toutes ces choses-là, bah, tu as créé une résilience, une antifragilité. Le système mental, physique s'entraîne petit à petit et va se remettre. La seule chose, c'est pas lui infliger un niveau de stress qu'il ne peut pas tanker. Donc si pour l'instant certaines images, c'est encore trop dur pour toi de les imaginer, eh ben, tu fais une progressivité. Si tu arrives par progressivité à implémenter, on va dire, des images de plus en plus difficiles, heu, dans ton esprit, bah, forcément, si tu vas arriver sur, le jour J, le choc sera moins brutal. Et moi, c'est littéralement ce qui fait que, dans à peu près tous les domaines, ça se passe, bien parce que j'anticipe toujours l'éventualité la plus horrible. Tu vois? On a, ce système-là où on fait semblant que la vie va bien parce que, bah, là, je suis assis dans un bâtiment, que j'ai confiance en les maçons qui ont construit ça, les maîtres d'œuvre, les architectes et cetera. Ça, c'est le besoin de certitude. On se dit: «Bah, voilà, la société tient debout, il y a des lois, la porte est fermée à clé, il y a un gardien en bas de l'immeuble. Il ne devrait pas y arriver un mec avec un fusil à pompe qui tire partout. Il ne devrait pas y avoir un avion qui vient se cracher dans l'immeuble». C'est pas des éventualités qu'on imagine parce que ça dépenserait trop de ressources cognitives. Sauf que c'est tout sauf, de la cohérence et de la logique. C'est juste qu'on a simulé comme ça. Ça a rien à voir avec le réel. Le réel, il est imprévisible, il peut préparer des choses complètement dingues. Quand on ouvre la porte, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière, mais que ce soit en intervention ou que ce soit dans son propre domicile, on ne sait jamais réellement ce qu'il y a derrière. Donc, il faut être prêt à tout. Ça veut dire pas rentrer dans un état d'alerte permanent où on commence à être parano et voir la vie comme, quelque chose d'horrible en permanence, mais avoir simulé un certain nombre d'éventualités potentielles dans sa tête qui soient totalement, dans ce qu'on dans ce qu'on redoute, dans ce à quoi on n'est pas prêt, dans ce qu'on imagine qui nous ferait souffrir. Parce que plus on simule des situations difficiles, plus on va octroyer de résilience mentale et d'habituation. C'est un phénomène d'habituation, en fait. Si c'est trop en décalage avec notre réel habituel, si habituellement, bah, on a beaucoup d'amour, on est dans un foyer, très accueillant et cetera, bien sûr que si on part en troisième guerre mondiale, ça va choquer. On va choquer fort. Alors que quelqu'un qui vit dans un environnement hostile en permanence, si d'un coup, il est plongé dans un état de chaos permanent, il va super bien s'en sortir. Par rapport il va peut-être pas super bien s'en sortir, mais il va mieux s'en sortir et ça va être moins dur à traiter pour lui que pour la personne qui a eu un trop gros décalage entre sa situation d'avant et de maintenant. Donc la simulation mentale, c'est une chose. Après, c'est vrai que, bah, il y a quand même un système qui commence à se mettre en place,
qui est de mieux en mieux, où on commence par, être stagiaire d'abord. Donc, il y a une progressivité qui se fait. Au chef d'agrès aussi de ne pas exposer les jeunes quand c'est pas nécessaire à des situations, qui sont potentiellement, traumatiques. Donc, faut s'y préparer, faut simuler le truc mentalement, ça c'est évident. Ça c'est évident que si on n'a pas paré l'éventualité, ça va nous faire très, très drôle si ça nous arrive. Est-ce que, j'ai globalement répondu à la question? Je vois que tu es de retour, tu as eu un petit bug, je crois. Vas-y, hésite pas si tu as un autre truc, hein, vu que tu es seul, envoie, hein, comme ça j'ai de la matière et je peux déployer. Que ce soit sur ta préparation, que ce soit, je sais pas, une sphère de ta vie, tu sais, personnelle aussi, où tu t'es déjà posé des questions, peu importe, hésite pas, tu as bien vu, je peux déployer dans pas mal d'axes différents et recouper avec pas mal de sujets différents sur une simple question, donc hésite pas, c'est l'occasion pour moi d'exercer, la transmission et pour toi de recevoir, pas mal de choses que tu trouverais peut-être pas ailleurs. C'est pas des choses qui pas des savoirs qui traînent partout, quoi. En général, bah, un pompier, il s'intéresse pas trop à ces choses-là, il se pose pas de questions, juste il bourrine et bah, un humain lambda, comme un ami ou un membre de la famille ou quoi que ce soit, bah, il est pas forcément intéressé par tous les sujets que j'étudie personnellement, donc il pourra pas forcément t'apporter ces choses-là, donc n'hésite pas vraiment à me poser des questions, hyper random, sur des problématiques que tu rencontres, des choses où tu as coincé et cetera. Surtout dans l'action, genre un coma quand on prend en charge la victoire, mais dès qu'on est dans la surveillance, bah, là je peux voir flou. OK. Ouais, bah, oui, bah, ça c'est logique. C'est parce qu'en fait, quand tu prends en charge la victime, oui, la victime, ouais, j'avais à peu près saisi. Quand tu prends en charge la victime, tu as un protocole en tête. Donc tu te figes sur ce que tu connais sur ton canevas et là tu deviens un objet, ce qu'on appelle un objet. C'est-à-dire que tu réponds à des critères préétablis. C'est-à-dire que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça comme on t'a appris. Par contre, quand tu rentres dans la phase où il y a un petit peu plus de flou, où le canevas à suivre est moins protocolaire et occupe moins chaque once de ton cerveau, bah, d'un coup, il y a de la disponibilité. D'un coup, il y a des pensées qui se réinsèrent. Là, d'un coup, tu te rends compte que tu as un humain face à toi et plus un objet. Que tu n'es plus un objet qui interagit avec un objet, mais bien un sujet qui interagit avec un sujet. Donc, en effet, il peut y avoir des variations que tu n'as pas prévues, parce que dans la surveillance, bah, en fait, c'est ça. En fait, tu te retrouves à attendre l'imprévu et à pouvoir y parer. Et là, il y a tout un tas de scénarios qui se mettent dans ta tête. Tu commences peut-être à avoir enfin peut-être un peu d'empathie qui s'insère. Peut-être que c'est le moment où tu vas considérer bah, son visage, où il y a peut-être des ressemblances qui vont se faire entre la personne que tu observes là et peut-être des proches ou des amis ou des gens que tu as croisés dans la rue. Bref, c'est le moment où ton cerveau il va commencer à traiter la situation. Et en fait, il y a une fine limite. Alors, on est en intervention, c'est normal qu'on soit concentré, mais il y a une fine limite sur laquelle on pourrait se pencher sur le moment où je passe de l'intervention à progressivement plus l'intervention. Et le bilan de surveillance, c'est un peu un entre-deux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'action, mais on est encore dans l'intervention parce qu'on doit surveiller la victime. Et avoir la conscience de se dire: «OK, je passe en surveillance. OK, il y a un petit peu de ma psyché qui va se réorienter en mode je suis un humain et je suis plus juste un robot protocolaire», bah, ça va te permettre, juste par la conscience de ça, juste parce qu'on en a parlé là, juste parce que tu as posé cette question et que je t'ai apporté de la matière là-dessus, bah, ça va s'ancrer petit à petit et à chaque fois que ça va arriver, tu vas dire: «Ah, c'est le moment où va se réactiver, mon pathos, ma capacité de me relier à l'autre et le voir comme, un humain qui souffre, qui a des problématiques et donc peut-être avoir de l'affect envers ça. Et c'est le moment où toi aussi tu peux, alors j'utiliserai le bon terme parce que c'est très important pour moi, ne pas te couper de la situation, parce que ça peut être hyper malsain psychiquement, mais prendre un pas de recul plutôt. Tu vois, c'est prendre conscience qu'il y a Gaëtan qui observe la situation, donc la victime, Gaëtan qui interagit avec, et prendre conscience que toi, tu n'es pas Gaëtan, tu n'es pas la victime, tu n'es pas le pompier, tu n'es pas l'intervention, tu es la conscience qui observe tout ça. Et là, ce pas de recul-là, de se dire, OK, j'observe mes pensées.
y a des pensées automatiques qui vont dire: «Ah blablabla, qu'est-ce que» ça va commencer à te prendre, tu vois? Il y a des émotions et tout. Prendre un pas de recul et juste observer ça, tu vois? Si tu es en situation de stress, c'est exactement la même chose, tu vois? Tu vas être là: «OK, j'observe que je j'ai une respiration haletante», tu vois? Cette pensée-là et boum, pas de recul, j'observe la pensée qui observe la situation. «Ah tiens, il y a moi qui ai dit: "Tiens, tu as une respiration haletante" et il y a moi qui ai une respiration haletante et il y a moi qui observe tout ça» et prendre ces 2 pas de recul-là, il y a le premier pas de recul de: «J'ai une pensée sur ce qui se passe» et le deuxième pas de recul de: «Tiens, il y a une pensée. Il y a une pensée sur ce qui se passe» et là, d'un coup, ça te remet dans une position de contrôle où en fait, tu es juste observateur et d'un coup, les actions se déroulent, mais il y a plus, cette interaction hyper, à fleur de peau entre, la situation et le personnage que tu incarnes, Gaëtan, qui joue le pompier pour je dis joue parce que si tu le vois comme ça, ce sera beaucoup plus tolérable mentalement, pas pour dire que c'est un réel jeu et que c'est rigolo ou quoi que ce soit. Mais vraiment jouer au sens, c'est un scénario, c'est un script que tu suis et il y a un moment où en effet tu t'oublies en devenant un peu un robot qui répond au protocole préétabli et il y a le moment de transition où tu redeviens bah, Gaëtan et tous ses affects et toute sa personnalité qui a vécu la situation malheureusement et donc qui doit la traiter. En fait, c'est le moment où ça devient réel que Gaëtan vit une situation à haute adrénaline et à potentiel traumatique, tu vois. Et donc, forcément, bah, il y a un traitement à faire si on veut que ça se passe de la meilleure façon pour le psyché, tu vois. Dans le sens, si tu laisses ça juste en mode, tu laisses couler, bah, ça peut laisser des traces pour le long terme. Si tu, prends un bus dans la tête comme toi tu peux avoir des fois, en juste te rendant compte, bah, ça peut, désactiver ton corps. X, Y, Z. La bonne approche, c'est vraiment de se dire: «OK, il y a une situation, je ne suis pas pleinement dans la situation, je ne suis pas coupé de la situation, je suis un pas de recul par rapport à ça». Et avoir vraiment cette posture où, tu vois, quand as conscience des choses, quand tu regardes là le PC face à toi ou le téléphone, je ne sais pas, il y a ce que tu observes, il y a ta perception directe là avec les yeux de l'environnement et il y a un pas de recul derrière, la conscience qui se rend compte de tout ça. C'est vraiment ce geste-là qu'il faut que tu aies pour prendre une juste distance. Pas trop loin, pas en plein dedans, mais juste distance. Pas coupé de la situation comme si tu n'étais pas en train de la vivre. Ça, c'est terrible. Pas non plus en plein dedans, mais juste distance. Ok, je comprends, je reconnais cette situation, genre en cours, personne qui fait une crise d'asthme. Je vais stresser, mais je saurais quoi faire. Mais je saurais quoi faire, donc c'est du bon stress. Ouais, c'est ça. En fait, en soi, le stress, c'est le stress, tu vois. Il n'y a pas de bon stress, de mauvais stress. Ce qui compte, c'est ta relation au stress. C'est pas tant d'où provient le stress, tu vois. Genre, c'est un peu brutal, mais tu vois, tu as des proches qui vont mourir un jour. Tu en es bien conscient, tu vois. Notre corps sont destinés à mourir. Il faut se dire, je sais faire, il n'y a pas besoin de paniquer. Ouais, c'est ça. Et même, tu vois, pour le coup, tu vois, sur l'exemple de, il y a des gens qui vont mourir dans notre entourage, bah là, peut-être qu'on pourrait être submergé par le stress parce que ça nous touche énormément. Mais même dans ce genre de situation, en réalité, bah, c'est juste ta relation au stress qui joue. Et si tu arrives à prendre ce pas de recul, la relation est tout de suite meilleure, tu vois. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un dans, bah, comme tu as dit, en cours, bah, tu connais la personne, donc c'est plus difficile. Si c'est un parent, un vraiment très proche, c'est encore plus difficile. Et c'est là où toujours se positionner dans cette conscience qui observe. Et la conscience qui observe, elle n'a même pas besoin de penser, tu vois. Se dire je sais faire, il n'y a pas besoin de paniquer, ouais, ça c'est le premier step. Le deuxième step, c'est il n'y a même plus de pensée. C'était juste en mode j'observe la situation. Et hop, t'appliques. Pas comme un robot qui est coupé et qui applique en automatique, comme un observateur conscient de la situation et qui applique parce que c'est ce qui doit être fait. Tu vois les 3 cas? Le je suis dedans, je suis submergé et je suis dans les émotions. Le je suis coupé, je suis un robot et j'applique juste comme un robot. Et le je suis conscient, j'observe et je fais. Les 3 modèles à la fois. Je suis conscient de ce qui va se jouer en moi là, de ce stress, je la ressens cette boule et en même temps, je suis en train d'observer cette boule, donc je la ressens de façon beaucoup plus digeste et en même temps, je suis en train de faire mes actions, pas comme un robot, parce qu'il faut bien le faire et j'ai cette position d'observateur. Si tu arrives à rejoindre un peu
cette trinité-là des modes de fonctionnement, bah, tu ne te sacrifieras pas, tu seras capable de faire les bonnes actions et en plus, tu auras une bonne relation avec la situation. C'est un très, très bon approfondissement des conférences que je fais sur le suicide et la santé mentale dans les métiers de l'uniforme, ce qu'on est en train de faire là et je pense que je vais le rajouter en petit bout là, sur la conférence, parce que, je sais pas si tu as eu l'occasion de la voir, cette conférence? Si je t'ai déjà envoyé le lien ou quoi que ce soit, je te l'enverrai, je pense qu'elle peut beaucoup t'apporter. C'est vraiment le thème, c'est la relation sujet-objet. La relation envers soi, la relation envers les collègues, la relation envers les victimes, la relation envers le métier. Dès qu'on considère les choses comme un objet, c'est-à-dire quelque chose qu'on observe et qui a pas d'interaction, c'est mort. Ça veut dire que c'est quelque chose de décédé, entre guillemets, qui n'a pas de caractéristiques, qui est censé correspondre à ce qu'on a étiqueté dans notre tête. Donc c'est quelque chose qui ne va pas bouger. Dès qu'on réimplémente de la relation sujet, ben, on comprend que c'est quelque chose d'évolutif vivant, que ce soit l'institution, notre métier, la victime, les collègues, nous-mêmes. Ben, on n'est pas en train de réifier la chose comme ce qu'on en a compris par le passé et on est en train de la vivre. On est avec là. Mais encore une fois, pas retourner dans le la vivre et c'est trop, la vivre et avoir le juste pas de recul. Ouais, je comprends, j'avoue, je kiffe le métier, je suis jeune sapeur-pompier de Paris, mais parfois je me dis, est-ce que je vais tolérer les inters? Non, j'ai pas eu l'occasion. Ouais, je te l'enverrai, pas de souci, je te l'enverrai sur Insta juste après. Juste, je sais pas si ton Insta, c'est ton nom exact, mais vas-y, je reconnais, tu as une photo où tu es avec l'échelle accrochée, j'irai voir dans mes messages et je retrouverai ton profil. Ouais, bah, est-ce que tu vas tolérer? Ben, en vrai, tu as aucune autre façon de le savoir que de le faire et en t'intéressant à des sujets comme, ce qu'on est en train d'évoquer là, tu as millions de points d'avance sur la plupart. Après peut-être que, tu vois, ton psychisme initial, tu vois, il est moins bien préparé que quelqu'un d'autre, donc tu pars de plus loin. Mais si tu t'intéresses à ces sujets, bah, tu rattrapes ce gap. Parce que les questions que tu te poses là, je veux dire qu'il y a très peu de jeunes sapeurs-pompiers et de pompiers qui se les posent. Donc ça montre, tu vois, que tu as un intérêt, ça montre que tu prends en compte le truc, mais ça montre aussi peut-être qu'il y a quelque chose en toi, tu vois, tu ne te poserais pas ces questions sinon. Il y a quelque chose en toi de sensible, quelque chose en toi d'empathique, quelque chose en toi qui risque d'avoir plus de difficultés à gérer ça. Mais ça n'empêche pas. Tu vois, moi, si je me suis intéressé à ces sujets, c'est la même chose. C'est que moi aussi, j'ai ce truc-là en moi. Et ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'avoir ce pas de recul. Juste, bah, j'ai besoin de faire un travail plus approfondi pour. Et faire ce travail plus approfondi pour, ce n'est pas une tare en soi. Ça montre que tu as une certaine sensibilité. Et ça fait que tu vas être beaucoup plus pertinent justement sur la sphère empathique, beaucoup plus pertinent dans tes relations avec tes collègues, donc un bien meilleur préventionniste sur l'aspect suicide, parce qu'en fait, les gens vont repérer que tu es quelqu'un avec qui il est intéressant d'échanger, que tu es quelqu'un avec qui on peut s'ouvrir, etc., etc. Donc, tu vas faire office de ce qu'on a essayé de créer là à travers toute la France, les mini-détecteurs à signaux faibles. Les gens qui ont ce système d'alarme, là, les oreilles grandes ouvertes, comme des drones là, qui captent toutes les infos et qui voient quand quelqu'un va pas bien et qui assez naturellement, bah, vont les prendre en compte. Maintenant, pour toi, tout le challenge, si tu es en effet comme ça va être de, encore une fois, prendre cette juste distance, te positionner dans l'endroit où ça ne te ronge pas de l'intérieur, mais où tu es quand même présent et où tu ne te sacrifies pas dans le sens où tu n'es pas un robot, coupé de lui-même. Et ça, c'est un challenge qui est énorme, mais il est bien plus intéressant que juste être un bot, tu vois. Si tu es un bot et que tu ressens rien et que tu passes à côté de ta vie, bah, c'est vraiment pas agréable. Par contre, si tu es dans la bonne posture en permanence et que tu vis les choses correctement, bah là, banger, giga banger. Voilà. Bah, au final, je me disais: «Il y a personne», mais au final, je me régale à parler de ces sujets, hein, c'est trop bien, hein. Je m'attendais pas du tout à parler de sujets comme ça, hein, franchement, c'est trop cool. C'est des sujets qui me plaisent beaucoup. Parce que, bah, moi, ça me touche dans ma chair. Tu verras dans la conférence, j'explique pourquoi ça me touche dans ma chair. Parce que moi, depuis toujours, c'est un sujet qui gravite, autour de moi, auquel je m'intéresse et dès mes premières interventions, j'ai eu à traiter parce que j'ai été, face à des choses qui me perturbaient un petit peu. Tu verras, je l'explique dans la conférence pour faire une bonne explication du pourquoi du comment. Mais pour revenir à ton message, tu vois, où tu me dis: «Je kiffe le métier, je suis jeune sapeur-pompier de Paris, mais parfois je me dis: "Est-ce que je vais tolérer les inters?"» Tu vois? Je comprends, tu vois? Parce que tu es au moment où ça va être compliqué, il va falloir que tu rentres dans une unité,
donc tu veux être prêt, tu veux répondre aux exigences de l'unité, mais oublie pas qu'il y a rien d'autre que ton expérience, tu vois? Tout ce qui compte, c'est ce que tu expérimentes dans la vie. Tu as aucune obligation de quoi que ce soit, d'être pompier de Paris pour, faire plaisir à tes parents, être bien vu par qui que ce soit. C'est juste toi envers toi-même, tu vois? Si c'est une bonne expérience à faire, même si ça résulte en tu le fais 1 an et en fait tu te barres parce que tu vois que c'est pas le bon moment pour toi, tu es pas prêt, ou, ça te plaît pas ou quoi, bah, peu importe, tu auras fait 1 an et tu auras kiffé et tu auras rendu service à plein de gens pendant 1 an, tu te seras développé personnellement, ça t'aura fait monter, en tant que personne et on s'en fout en fait. Tout ce qui compte, c'est l'expérience. Donc et ça va t'ouvrir plein de branches pour la suite parce que ça va te développer personnellement. Donc au final, tu vas devenir un humain encore plus rayonnant et même dans une optique collectiviste, bah, tu vas aider toujours plus de personnes. Donc en vrai, je comprends l'anticipation, la projection mentale, mais on s'en fout, juste vis, tu vois? Yo, Six Sense, comment tu t'appelles? Et tu me connais d'où? D'où est-ce que tu débarques? Ça va, Gaëtan, j'ai pu bien t'aider sur ces choses-là? Je suis sensible sur certains points. Un ACR me fait moins de stress qu'une personne qui a pas d'urgence vitale, mais qui va hurler ou saigner. Bah ouais, c'est normal. Un arrêt cardiaque, c'est protocolaire. Moi, je suis tout pareil, hein. Arrêt cardiaque, tu mets tes mains, tu tournes. Enfin, c'est assez simple quand même en termes de protocole. Par contre, quelqu'un où il y a plus de subtilité, où il y a de l'humain, où tu vois souffrir la personne, c'est totalement plus difficile. Yann et le chat de Sacha Lane, je pense, pendant les lives. Ah ok, on s'était vu sur un des lives de Sacha Lane et tu redébarques ici. Putain, c'est drôle, Yann. Bon, vas-y, WhatsApp, hein, je prends la place du gourou, hein, pose-moi tes questions, frérot. J'ai aussi cette sensibilité-là, donc si je peux t'apporter quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir. C'est la première fois que je fais, vous êtes deux, donc c'est chill, tu vois, n'hésitez pas. On est avec Gaëtan qui est jeune sapeur-pompier de Paris et qui me pose des questions sur le sujet parce que j'ai été marin-pompier à Marseille et je fais beaucoup de travail sur le sujet santé mentale dans les métiers de l'uniforme. Donc vas-y, let's go Yann, hein, n'hésite pas. Ouais, donc ouais, en fait, c'est normal parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'accroche avec une personne qui est là, qui est vivante, qui t'exprime ses signaux de douleur et donc c'est logique que, quand tu te mets à interagir avec elle, bah, tu aies plus d'empathie, tu aies plus de X, tu aies plus de Y, tu vois? Pompier, c'est comment? Ah, c'est un métier qui est difficile, hein, faut dire ce qui est, hein. Faut dire ce qui est. Que ce soit les gardes de nuit qui te régulent ton rythme circadien à mort, que ce soit, les gars que tu rencontres qui sont tous des gars solides et souvent du coup fermés et qui vont être très exigeants et cetera. Bah, après il y a des bons côtés, hein. Là je dis juste les mauvais côtés, enfin les mauvais, les choses qui rendent le truc difficile. Que ce soit les interventions que tu fais, les incivilités et cetera et cetera. Ouais, comme il dit Gaëtan, c'est difficile mais c'est magnifique. Là je j'insiste sur le côté, difficile, mais c'est incroyable. C'est incroyable en vrai, c'est un truc qui te remplit. Enfin moi j'ai fait, 7 ans en gros, 4 ans au bataillon et 2-3 ans de volontaire et de formateur de jeunes sapeurs-pompiers. En vrai, c'est ça te remplit et comme pour, refiler avec les concepts de Sacha Lane, en fait ça t'aide à briser ton ego. C'est une nouvelle façon de voir la vie, bah ouais, 100. C'est en fait, quand tu es passé par des trucs comme ça, que ce soit genre faire, des choses extrêmes comme être pompier, comme ce que j'ai pu faire, traverser la France en courant, comme j'ai pu faire quoi? J'ai pu faire quoi d'autre? Bah, monter une entreprise, jusqu'à ses 10 000 € par mois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Atteindre mon prime physique, fiancer une femme que je trouvais, hors de portée. Tous ces trucs-là, ça t'aide dans ta construction à passer des steps où tu te diras plus jamais: «Bon, bah, si je reviens en arrière, heu, vers quelque chose de plus calme, plus paisible, bah, ah, il fallait que je fasse ça, ah, il fallait» non, c'est bon, tu as brisé ton ego pour toujours, tu sais de ce que tu vaux, il y a plus de questions à se poser, tu peux te poser dans ton être et juste vivre une vie paisible et c'est très agréable. De mon point de vue, c'est super noble comme métier, mais j'ai le même point de vue que les gamins quand ils voient les pompiers, tu vois? Je connais pas du tout, je trouve ça stylé. Bah, ouais, ouais, je sais. Mais tu sais que genre la plupart de la population est comme toi, tu vois? N'a pas beaucoup d'infos sur comment ça se passe de l'intérieur et voit, que le côté positif extérieur et très bien, tu vois? Mais moi, tu vois, tout le combat que j'ai mené et que je mène encore, dans l'associatif et cetera, beaucoup aussi, bah, dès que je rencontre des pompiers, quand je vais dans les événements pompiers et cetera,
c'est ça en fait, c'est de faire se rendre compte que c'est pas anodin, tu vois? C'est pas juste le côté super-héros et si on le traite comme si c'était juste un truc anodin, ouais, voilà, comme il dit Gaëtan, la vie en caserne est extrêmement difficile. Si on voit que le côté, sympa, intervention et tout, adrénaline, tu vois? Bah, on va partir à côté du et manquer un bout du spectre et ce bout-là, bah, c'est littéralement ce qui fait qu'il y a 6 à 7 fois plus de suicides dans ces métiers-là que dans la population générale et avoir de la conscience là-dessus, bah, ça permet immédiatement de baisser le taux parce que comme tout, dès qu'on a de la conscience dessus, ça perd de son pouvoir. Dès qu'on se rend compte qu'il y a une émotion en nous, dès qu'on l'observe, elle perd de son pouvoir. Dès qu'on se rend compte qu'il y a de la difficulté, par exemple, dans une grosse séance de sport, on l'observe, elle perd de son pouvoir. On se voit à la troisième personne, tu vois, pour reprendre ces concepts-là, tu vois, on se voit à la troisième personne et d'un coup, boum, il y a une forme de dissociation, donc qui au début peut être un petit peu difficile à gérer, mais avec le temps qui devient un réel outil, une dissociation entre le personnage, l'action et la conscience qui observe. Et là, pouf, tout devient beaucoup plus facile. La vie en caserne extrêmement difficile, ouais, Gaëtan, hein, franchement, la vie en caserne, c'est même peut-être le plus difficile, surtout sur les grosses unités. Dès que tu es dans une caserne qui fait 10 000 à 15 000 inter, il y a une certaine mentalité à l'intérieur qui est assez normale. Merci de m'avoir éclairé le sujet. Bah, avec plaisir, Yann. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas, hein. N'hésite pas, avec grand plaisir. Pour la vie en caserne, en fait, c'est ça. Tu as une mentalité qui se met dans les gars, qui en fait a un système de survie. Ils sont juste là pour essayer de survivre parce qu'ils mangent énormément dans la gueule en intervention, etc. Et donc, et il y a besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de compétences. Donc, il y a ce truc de, un peu comme une tribu, c'est un peu tribal, bah, il faut être bon, il faut être solide, il faut être sérieux et du coup, bah, ne sera pas toléré tout un tas de comportements de faiblesse, etc. Et garder une bonne santé mentale, une bonne relation à soi dans un environnement comme ça, bah, ça demande de l'hygiène intérieure. Ça demande vraiment de se pencher dessus et de faire du travail. Et le problème, c'est que souvent dans ces métiers-là où on est très fatigué, où on est très dans l'action, dans le terrain, ben, on va jamais prendre de son temps libre pour aller faire ça. On va plus prendre de son temps libre pour aller faire des comportements compensatoires et digérer le poids de la vie. Donc, bah, faire la fête, manger des choses bien, bien satisfaisantes, bien grasses, etc. Bien dormir, bien se reposer. Et, euh, et voilà, quoi, juste s'amuser, etc. Parce que quand on retourne au boulot, ben, c'est quand même pas, même si la plupart, par habituation, bah, baissent leur niveau de stress, il est évident que c'est pas anodin, c'est quelque chose qui stresse énormément, énormément l'organisme de se réveiller la nuit, de s'habiller super vite, de faire plein de gestes hyper rapides, d'avoir le cerveau hyper actif pour faire tous les protocoles, etc. De faire face à, bah, comme Gaëtan l'a dit, hein, des arrêts cardiaques, des personnes qui saignent, qui hurlent, qui sont en train de vivre un des pires moments de leur vie. En fait, on est tout le temps dans le pire moment de la vie des personnes. Donc, en fait, il faut avoir une certaine gestion intérieure, sinon, bah, il se passe forcément une contagion. Forcément, même si on ne rentre pas dans un délire énergétique ou quoi que ce soit, c'est assez naturel que quelque chose qu'on entretient dans nos pensées au quotidien, donc voir de la souffrance, voir de la douleur, etc., bah, ça nous contamine quelque part. Si on ne prend pas le soin de prendre cette distance, c'est évident. N'hésitez pas à balancer les questions. Moi, je suis très. Une question, vous avez vu, vous avez vu, je peux partir sur un truc de fou furieux, donc n'hésitez pas. Même si c'est des sujets random, rien à voir, je peux. Pfiou. Je pense que faire cet exemple, c'est pour se dissocier de la réalité. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si j'ai bien compris ce que tu as dit, mais ouais, Gaëtan, c'est évident que tout le mode de vie du pompier, c'est une protection en fait. Que ce soit le personnage qu'il incarne en caserne pour faire le rôle d'exemple, je sais pas si c'est exactement ce que tu voulais dire, mais tout le rôle qu'il incarne en caserne pour survivre en fait, tout simplement, psychiquement et physiquement et socialement, c'est une forme de comportement palliatif pour ne pas se vivre, ne pas se vivre dans son impuissance, ne pas se vivre dans l'incertitude et apporter du cadre dans le chaos permanent qu'est le métier de pompier. Le pompier, c'est aller dans le chaos en permanence. Donc, on est là pour mettre de l'ordre dans le chaos. Quand les gens fuient, nous, on va dans l'autre sens. Donc, on arrive pour mettre de l'ordre, pas pour mettre encore plus de chaos. Donc, il y a tout ce système interne qui va se mettre en œuvre pour permettre bah, une réorganisation du chaos et d'aller vers un objectif qui est soit de sauver les personnes, soit d'éteindre le feu, soit de X, soit de Y, mettre en sécurité les gens, etc. Et ce système-là, si on l'intègre à l'extrême, comme moi j'ai pu le faire,
bah, ça fait que on devient déséquilibré parce qu'il y a une balance dans la vie, dans toute chose. Il faut une quantité d'ordre et une quantité de chaos, une quantité d'exigence envers soi-même, une quantité de relâche envers soi-même, une quantité de soin de son esprit, une quantité de soin de son corps, etc. Et l'excès comme ça d'exemplarité et de bah, je vis des choses difficiles et donc je me mets à côté de ce que je vis et dans ma vie de tous les jours, je ne vais pas me remémorer ça parce que c'est trop dur à porter. Donc je vais aller dans des comportements palliatifs pour ne pas vivre bah, tout ce qui se passe quand je laisse juste un peu de vide. Si je laisse une heure de vide et que je suis pompier et que ça fait des semaines, voire des années que je n'ai pas pris de temps vide, ben, j'ai beaucoup de data à traiter là-dedans qui ne s'est pas traité parce qu'il faut de l'espace vide pour traiter la donnée informationnelle cognitive. Donc, ça va me repéter la gueule, ça va me faire très peur. Alors que c'est juste un comportement palliatif pour pas voir la chose qu'on veut tous pas voir à l'intérieur de nous, c'est le trou existentiel et qu'est-ce qui se passe quand on fait rien. On fait des trucs là, moi je suis avec vous, juste pour bah, m'exalter et sortir du trou, du vide, du rien, quoi, du néant. Donc, prendre du vide, c'est la clé dans tous les sujets, qu'on soit pompier, qu'on soit ouvrier ou qu'on soit rien du tout, qu'on soit chômeur, il faut prendre du vide, quoi. Il faut accepter d'affronter le vide. Je sais que parfois, vraiment, ils font des personnes coupées en deux, ça leur fait plus rien. Ils en parlent comme un bout de viande, c'est ça. C'est ça. C'est en fait de rabaisser ce qui est normalement là dans l'échelle de l'extrême et de la choquance pour pouvoir le vivre à un niveau normal, pour pouvoir tolérer ça plus pratiquement. Tu peux expliquer un peu ton background STP pour l'instant? Je sais juste que tu as été pompier et que tu as traversé la France. Lol. Ouais, waouh, si j'explique mon background, ça va être long, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aborder sous plein d'angles. Mais en gros, si vous voulez, je suis né dans une famille un peu particulière. C'est-à-dire que bah, déjà, mon prénom, Swami, c'est. Attendez, je vais vous faire la définition exacte. Mais en gros, un Swami, c'est euh, une personne qui transmet des enseignements spirituels. Un swami est un moine qui a prononcé des vœux, notamment de célibat, qui est au service des autres et qui a renoncé au monde afin de se consacrer pleinement à l'effort de l'expérience directe de la plus haute réalisation spirituelle, éveil ou réalisation du soi. En gros, si tu veux, ma mère et mon père, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ça durait, et ils ont rencontré un mec qui était un swami, c'est un titre religieux, spirituel, à l'île Maurice. Et ils ont passé des semaines avec lui, etc. Et à force de travaux méditatifs, etc., elle a rencontré aussi Amma, qui est la mère spirituelle dans la religion hindouiste. Et Amma a pris ma mère dans les bras et a dit: T'inquiète pas, Patricia, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un enfant, tu vas être mère. Alors qu'elle ne la connaissait pas. Elle venait d'arriver, elle l'a juste pris dans les bras et lui a dit ça. Ok. Euh, donc je suis né, on m'a donné le nom de Swami, machin. Euh, Premières années, donc j'ai eu beaucoup d'instabilité dans ma famille, j'ai beaucoup dormi à droite à gauche, dans des logements sociaux, etc. En même temps, j'avais un logement fixe, en même temps, c'était un peu le bordel. Je ne peux pas donner trop de précision parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que j'en parle, donc je vais rester assez évasif. Ça leur fait encore du mal, c'est des plaies qui sont ouvertes et ils pensent que je leur en veux quand je dis ça, alors que je décris juste des faits. Mais voilà, il y a eu vraiment un cadre très très incertain et très particulier. J'ai été exposé très très tôt à des connaissances de type qu'on pourrait catégoriser, étiqueter de complotiste, des connaissances un petit peu de type énergétique, etc., spirituel, ésotérique, etc. Donc, entre mes 6 à 8 ans, j'étais déjà bombardé de ce genre d'informations, à tel point que j'ai vraiment toujours eu cette vision à la troisième personne et j'ai toujours été en décalage par rapport à la réalité. Tu vois, je me rappelle d'une nuit où j'étais allé dormir chez un pote, j'avais 8 10 ans, on a passé toute la nuit à parler du sens de la vie, etc. Et c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui pensait comme ça et je me sentais vraiment seul par rapport à tout ça. Bref, j'évolue. euh, je- à- on déménage et tout et j'arrive pas du tout à m'insérer. Mais c'est pas des gens de ton entourage? Si, c'est mon entourage, c'est ça, mais ils veulent pas que j'en parle. J'avais commencé à en parler et tout, et ça leur a fait trop bizarre. Et ils m'ont dit que enfin, genre, j'ai été menacé et tout, légalement. Donc, je peux pas vraiment en parler, malheureusement. Euh, alors que c'est des sujets qui sont très riches et qui pourraient transmettre beaucoup de choses, mais peut-être qu'un jour j'arriverai à réparer ça et du coup je pourrais mieux en parler, mais voilà. Du coup, bah, j'arrivais pas du tout à m'intégrer, donc arrivé au collège et tout.
Il y avait pas mal de violence dans le collège dans lequel je suis tombé, donc j'ai direct pris la tangente, proposée, c'est-à-dire que je suis parti dans tout ce qui est délinquance, violence et cetera. Donc je commençais à vendre du shit, à frapper des gens, à monter dans le leader, tu vois? Il y a un genre de leaderboard dans le collège des gens les plus un peu, vénères et violents et moi je voulais être au top. J'avais même, pris un mec en mentor et tout pour qu'il me fasse un peu monter dans le leaderboard social et donc voilà, enfin j'ai fait plein de trucs, j'ai eu un éducateur, un inspecteur social qui est venu à la maison, la question de: «Est-ce que je vais en foyer ou pas?» s'est posée, entre les passages à la gendarmerie, je me suis battu avec mon beau-père et cetera, enfin bref. J'ai brûlé un champ à côté d'une réserve de gaz, il y a tout le quartier qui a évacué, enfin bref, c'était plein de trucs comme ça, j'ai planté des mecs, enfin genre, planté, gentiment dans les bras et cetera, mais planté quand même, tu vois, avec un couteau, enfin bref, plein de trucs comme ça et au bout d'un moment, tu vois, ma mère, elle pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps, je voyais la vie en noir et là, franchement, genre, je me suis dit: «Bah, franchement, c'est de la merde la vie, hein, c'est de la merde» et j'ai l'impression que c'était subi, je me sentais piégé dans ma vie. Et là, boum, 16 ans, éveil spirituel de zinzin. On part une semaine en vacances, on n'était pas parti en vacances depuis quasiment, 10 ans, genre dans le sud. On était parti un peu en camping, des trucs comme ça, mais on n'était pas parti bah, dans un truc, stylé où il y a la mer, où il y a le soleil et tout. Et là, on part et là, je me rends compte que la vie est belle, en fait. Je prie tous les jours, je vais courir, je fais de la muscu, je rencontre des gens sympas, genre le modèle de la famille qui va bien, qui sourit tout le temps, qui voilà, qui fait plein d'activités, qui voilà et je m'identifie et je me dis: «Putain, mais en fait, c'est pas la vie, c'est moi, en fait, c'est moi» et là, je me rends compte que quand ma perception change, tout change et là, je pleure de joie pendant une soirée et je pars. Je pars dans un nouvel arc. Je me dis: «OK, tu vas tout changer». De toute façon, moi, j'ai toujours eu pour cap de faire commando. Donc, ah oui, j'ai pas expliqué, de mes ouais, 13-14 à mes 16-17, j'allais, au lycée en courant, la nuit à 5 heures du matin comme ça, 12 bornes avec sac à dos de 10 kilos et cetera, je me j'ai alors j'étais souvent tout seul, voilà, il y avait personne dans l'appartement et voilà, je me prenais gamelle de riz froid parce que j'avais flemme de cuisiner. J'avais 14 piges, je prenais mon sac sur le dos, je partais en courant 12 bornes ou en vélo ou peu importe, tu vois? Et ça alternait comme ça, entre différents modes de transport et et bref, et le soir, des fois, bah, je retournais et quand j'étais en vélo, des fois, je faisais l'aller-retour 2 fois dans la journée. Genre, j'allais manger mon goûter, après je me retapais encore 12 bornes, re-12 bornes, bref, je finissais la journée, j'avais des 50 bornes de vélo, je faisais encore, des 300 pompes dans ma chambre de soir et cetera. Et bref, donc j'avais ce cap de jusqu'à 18 ans, tu fous la merde complète, tu fais tout ce que tu veux parce qu'après tu es à l'armée, tu vas faire commando para et pour moi commando para c'était, j'étais en prison pour 20 ans, je faisais mes 20 ans d'armée, après retraite militaire, fini. Et donc je me disais: «Bordel avant, tu fous le bordel complet. Tu fais tout ce qui te passe par la tête». J'avais prévu de séquestrer des mecs, enfin bref, comme par hasard, j'avais un poignet pété à ce moment-là. Heureusement, la vie m'a j'ai prévu de torturer le mec et tout. À l'époque, il faut savoir, j'avais vraiment envie de tuer des gens. Ça, c'est un truc important, j'avais envie de tuer des gens et je m'étais dit: «Bah, aller chez les commandos, ça me permettra de le faire légalement, dans un cadre, ça aidera, d'une certaine façon, ça me permettra d'assouvir mes pulsions, de canaliser mes pulsions dans ce canal-là» et après cet éveil, j'ai eu un total, reboot de mon cerveau. Ça s'est passé comme ça. Piouf! J'ai lu un super beau livre, que d'ailleurs mon père m'avait conseillé, et je vous conseille aussi, Le voyage du guerrier pacifique et voilà. Donc là, je me dis: «OK, tu vas garder cet état d'esprit unité d'élite, mais tu vas le réorienter vers quelque chose de plus sympa, de plus noble». À l'époque, je trouvais ça plus noble, maintenant j'ai un petit pas de recul. Pompier. Pompier, donc j'ai regardé les 2 unités. Il y en a une qui est à Paris, et il y en a une, qui est à Marseille. Bah, génial, j'ai kiffé le sud. Moi, depuis que j'ai 6 ans et qu'on était parti dans le sud une fois, je dis: «Mais pourquoi on n'habite pas ici?» Donc c'était bon, c'était marin-pompier de Marseille. J'allais m'entraîner comme un taré et cetera, faire partir l'éducateur, être, le chouchou des profs, être bien vu, dans tout le lycée, avoir les meilleures notes possibles, me mettre au sport à fond de fond et réparer les dégâts causés à ma famille et faire en sorte que, ma mère, mon grand-père, tout ça me revoient comme quelqu'un, d'agréable à vivre. Je cite pas mon père parce que mon père, il a toujours été chill par rapport à ça, ça a toujours été, pied de recul et cetera. Donc voilà, je fais ce taf. Je me mets avec une chérie à l'époque qui donc j'ai 17 ans,
qui a 2 ans de retard, donc je dois l'attendre, pour partir sur Marseille, machin. Je vais chez les pompiers volontaires, je me forme auprès des jeunes sapeurs-pompiers. Après, je commence à les former. Je tombe dans une section de fous furieux où on fait des stages commando, toutes les vacances et tout et pendant trois jours à 14 jours. Niveau sportif de fou furieux, je me prépare comme un taré. J'ai des veines sur les abdos et en même temps je suis assez, physique quand même. Je fais du triathlon, je fais tout, je fais machin, je fais du dips et tout. J'essaie d'aller chercher 100 kilos de dips, machin. Je fais du Peugeot, je dors en biphasique, je travaille à la chaîne, je mets des sièges dans les machines, je me tue physiquement, je porte des sièges comme ça, et je cours partout. Je fais du pompier à côté. J'essaye de nourrir ma chérie de l'époque parce que elle avait des gros problèmes dans sa famille. C'était une immigrée marocaine. Et du coup, bah, genre, je devais un peu la carry, etc. Alors que j'avais que 17 ans et que j'essayais d'économiser pour mon permis, etc. Enfin bref, heureusement, mon père, il m'avait laissé l'appart à l'époque. Je payais juste les charges, je crois. Mais bref, c'était le bordel. C'était le bordel. En même temps, je devais dépanner ma mère pour des problèmes financiers qu'elle avait, etc. etc. Voilà le contexte de fou furieux que j'avais. Et là, je pars marin-pompier. Je me dis cool. Et là, en fait, non, pas cool. Pas cool du tout. Il se passe plein de choses. J'y vais en vif. Enfin, j'y vais en vif parce que ça peut être long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je peux raconter encore pendant longtemps tout ça. Euh, je pars marin-pompier. Au final, pas si cool. Pas si cool. Je pensais que ça allait être vachement plus cool. Et j'adhère pas trop à l'institution. J'adhère pas trop à l'institution. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui étaient pas prévues dans ma tête. Alors c'est pas l'institution en fait, c'est la façon dont l'institution se transmet dans la vie de tous les jours. Parce que l'institution en soi, toutes les valeurs, tout ça, il y a pas de souci quoi. C'est vraiment la façon dont elle se traduit et donc j'en viens à, petit à petit, me remettre en question, sur mon rêve de gosse et me dire que en fait, peut-être qu'il faut que je me barre tout simplement quoi. Et je repousse pas mal de fois. Donc la formation, c'est chouette, même si on est pendant le Covid et qu'on est enfermé. Donc c'est pas cool de ce niveau-là. Mais la formation, il se passe plein de trucs cool. La formation, c'est délire. On est avec je me fais des potes de fou. Mais voilà, arrivé en caserne, bah, un peu ce que Gaëtan disait avant, je vis le côté, c'est chiant quoi, c'est chiant. Les gens sont très désagréables. Moi qui suis assez solaire, vivre, dans un environnement comme ça ne me plaît pas. Les interventions sont nulles à chier, j'ai pas beaucoup de chance, je fais que de la merde. Heu, je suis sur Marseille quoi, donc les gens sont très désagréables, ouais, c'est pas agréable du tout. Donc voilà, petit à petit, je me retrouve, avec un donc ah oui, je me sépare juste avant de devenir marin-pompier et donc je me remets avec une fille d'Alsace et au moment où je lui dis, «Tu pourrais venir, machin et tout, à Marseille», on prend l'appart et tout. Elle quitte au final, elle break avec moi. Donc j'ai lâché l'appart, j'aime plus mon taf. Je suis dans une phase du coup où j'allais prendre un autre appart, mais je le prends pas vu qu'on est censé le prendre à 2. Donc j'ai plus d'appart, j'aime plus mon taf, j'ai plus de meuf. Et là, bah, un été dans l'alcoolisme, je dépense 2 000 € par mois, en alcool, 100 € par soir et je sors, une vingtaine de fois par mois. En fait, on a 10-12 gardes dans le mois et tous les autres soirs, je suis dehors. Et tous les autres soirs, je fais la night et donc vraiment alcoolique pendant tout l'été, quoi. J'arrive à la garde, je suis bourré, je dessoule, genre il est midi, je commence à être clean, enfin c'est n'importe quoi. Heu, à l'époque, j'aurais jamais dit ça, mais vu que je faisais du sport à balles, je faisais plein de trucs, je sortais, mais ça s'apparente vraiment à une dépression quelque part qui est bien emmitouflée sous plein de comportements palliatifs, mais c'est quand même, un moment très difficile, même si je le vis pas comme ça, vu que je suis tout le temps dans l'excitation, du moment, de faire plein de trucs et cetera, mais en réalité, ça pue la merde et après il se passe plein de trucs, mais voilà, je vais pas revenir sur tout. C'est assez long quand même, mais j'ai déjà dit un bon bout. Après il y a tout l'arc entrepreneurial, éveil spirituel, traversée de la France en courant, business, sport, championnat de France, rencontrer ma fiancée actuelle, enfin ça c'est un peu, la partie immergée de l'iceberg que tout le monde connaît déjà un peu. Marseille avec les cités, ça peut être compliqué parfois. Déjà Gennevilliers, waouh, parfois on part courir, on se fait insulter, donc j'imagine pas.
Mais oui, mais en fait, moi, le pire, c'est que j'étais pas dans les cités, tu vois? J'étais au centre-ville et en fait, même au centre-ville, il y a beaucoup de camés, beaucoup de maladies psychiatriques, de partout, beaucoup d'SDF, beaucoup de tu vois? Genre, on fait vraiment la misère sociale, tu vois? On n'est pas là, on va pas dans une maison normale, «Bonjour, ah, vous allez pas bien? Ah, on va vous prendre les constantes. Ah, on vous transporte. Ah, s'il y a un problème, on est là, on va vous masser et tout, vous inquiétez pas» ou X ou Y ou Z. On fait pas des gros, cartons, c'est que des tout petits accidents à 30 km/h, donc il y a rien de satisfaisant, en fait. On fait vraiment que des trucs, même les feux, j'ai eu très peu de chance, j'en ai fait très peu, des vrais feux sympas. J'ai jamais fait, le feu d'appartement, qu'on est tous venus faire, vraiment où tu te régales à fond, où tu fais plein de foyers et cetera. Donc ouais, en effet et encore pire si j'étais dans les quartiers nord. Bon après dans les quartiers nord, ce qui est avantageux, c'est que des vieilles bâtisses et donc ça brûle mieux. Moi vu que j'étais en centre, bah, il y avait un peu de il y avait des choses un peu moins intéressantes quoi à faire, on va dire. Donc heu, donc voilà un petit peu, j'ai raconté beaucoup. Après, il y a encore plein d'aventures, hein, ça peut être long, hein, mais voilà, j'ai essayé de faire un résumé le plus condensé possible, même si c'est compliqué sur des sujets aussi vastes. Ça, c'est mieux les questions précises, mais bon, c'est cool de pouvoir faire un petit récap comme ça quand même, ça Olivier, ça décale beaucoup sur feu. Ouais, bah, ouais. Mais en fait, ce qui m'a sidéré, tu vois, c'est le nombre de feux qu'il y a. Tu as l'air vif d'esprit, tu penses que c'est par les expériences que tu as vécues, par des livres que tu as lus et cetera, en tout cas. Ouais, bah, attends, je vais répondre d'abord à Gaëtan, parce que là, c'est juste mon ego qui a envie de répondre au «tu l'air vif d'esprit». Hem, Geneviève, ça décale beaucoup sur feu. Ouais, bah, donc en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'entre, tu vois, une caserne qui fait, 20 départs par jour, 30 départs par jour, déjà, il y a 90 d'ambulances, donc il va y avoir quelques feux. Allez, entre 3 et 6, enfin, quelques incendies. Ensuite, dans ces incendies, il y en a plein qui genre, c'est juste des départs, des fumées, des trucs pourris, des procédures gaz, mes couilles. Donc tu en as une ou 2. Allez, tu as un potentiel d'avoir un feu, mais il est pas forcément le feu de l'année, c'est peut-être juste un tout petit feu, un feu de voiture, par exemple, tu vois? Heu, sur ces une ou 2, faut que tu sois au bon poste. Si tu es, équipier, du binôme d'alimentation, c'est nul. Si tu es chef du binôme d'alimentation, c'est nul. Si tu es, conducteur, de l'engin pompe, c'est nul. Si tu es chef d'agrès, enfin, c'est cool, mais enfin, tu touches pas les flammes. Donc en fait, il faut être, équipier ou chef du binôme d'attaque. Donc tu vois le nombre de variables pour que tu arrives, sur le bon feu, le bon poste au bon moment, enfin, c'est énorme, quoi, enfin et ça, moi, ça m'a un peu dégoûté. Donc vif d'esprit, ouais, je pense que c'est, un mélange de, je prends assez de temps de repos dans ma journée, dans ma vie. Je gère vraiment bien mes ressources pour que quand je fasse quelque chose, j'y sois à 100. Je lis énormément, ouais, les livres que j'ai lus, depuis que je suis gosse, je lis. Hem, les expériences aussi, bien sûr, plus on vit d'expérience, je pense, plus on va avoir de quantité de data, et ça va se process en ce qu'on appelle l'intuition, quoi, qui se passe là, dans le temps réel et il y a pas besoin de penser pour, répondre et ouais, sacrée vie et encore, j'ai pas comme dit, il y a plein de trucs où je vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, ça bouge beaucoup et ouais, ce que je dis pas, en fait, c'est que ça fait 10 piges que j'étudie. J'étudie à fond, j'ai pas eu le luxe de me payer des études étant donné que, bah, voilà, enfin, financièrement, c'était pas forcément, pratique et j'avais pas envie d'emprunter ces chemins avec tous ces sacrifices et cetera. Mais j'ai toujours mis énormément de côté, j'ai toujours, assez bien géré mon argent, et tout ce que j'ai mis de côté, en fait, je dis: «J'ai mis de côté», mais j'ai rien. Tout ce que j'ai mis de côté, j'ai tout réinvesti en formation. Donc je suis à près de 100 000 € de formation. J'ai investi dans plein de choses, en fait, je me suis formé en psychanalyse, herméneutique, métaphysique, coaching sportif, nutrition, même des trucs genre je suis formé sur, le cycle menstruel de la femme, tu vois? Pour te dire à tel point, les neurotransmetteurs, neurosciences, biologie. Bref, je me suis formé sur tout, business, marketing, heu, tout, franchement, c'est abusé. Genre, j'ai vraiment tout donné, pour me former le plus possible et hem et être, vraiment le top enseignant, je veux vraiment pouvoir j'ai tellement vécu de problèmes dans ma vie
et des vrais problèmes comme des problèmes personnels, tu vois? Comme des tu sais, il y a toujours la chose en soi et ta relation à la chose. Donc que ce soit en interne ou en externe et c'est pour ça que j'ai construit la voie, en fait. La voie, c'est un espace, de formation transdisciplinaire où il y a tout. Il y a tout, peu importe ce que tu veux faire, tu as des programmes pour tout et il y a une énorme partie qui est gratuite et c'est en fait ce que j'ai toujours voulu faire, c'est l'aboutissement de tout ça. Heu, donc on traite tout, on traite discipline et toujours en fond, il y a une déshypnose. C'est-à-dire que je fais toujours en sorte qu'on ne se fasse pas hypnotiser par un désir illusoire derrière. Donc il y a tout, il y a discipline, il y a relation, donc professionnelle, amoureuse, familiale, amicale. Il y a, mental, donc analyse de ses patterns. Il y a corps, donc développer les skills sportifs et le meilleur physique possible. Il y a finance, donc développer, soit un business, soit augmenter son canal de revenus, soit multiplier son canal de revenus par l'investissement. Il y a métaphysique, vivre l'expérience d'être Dieu dans un corps incarné d'humain et godesse et tout ça. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Discipline, les systèmes, systématiser sa vie, atteindre à 100% ses objectifs, débloquer les différents. Enfin, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Donc, capo chef, malheureusement, c'est le mieux pour toucher. Ouais, c'est ça en fait. Le seul poste, moi, qui m'intéressait, c'était ça. C'était le chef d'équipe à la lance qui éteint le feu. Et je suis arrivé dans un système où je venais d'avoir mon permis et je suis rentré direct. Et en fait, j'étais 2 ans et demi de probatoire. Et à Marseille, c'est d'abord tu fais conducteur ambulance, ensuite tu fais conducteur fourgon et ensuite tu vas au capot, enfin tu as chef d'équipe. Il n'y a pas de chef d'équipe avant. C'est chef d'équipe et chef d'agréambulance ambulance en même temps. Donc en fait, et moi, ça m'intéressait pas du tout, mais alors pas du tout la conduite. Et donc, il fallait que j'attende 2 ans et demi pour déjà le premier step, et après le deuxième step, et après. Alors que moi, j'avais prévu major promo, tu pètes tout. Je suis arrivé, j'avais 20 sur 20 au test de partout. Tu fais major promo, tu vas direct au caporal, tu es chef d'équipe, bam, 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 bam. Et en fait, Paris, sous cet aspect-là, ça m'aurait beaucoup plus plu. Et bah non, en fait, j'étais dégoûté en fait, de voir que ça fonctionnait pas du tout comme ça à Marseille. Et donc, en fait, on m'a dit voilà, t'arrives, bah t'attends. Tu vas au taf, tu pointes au taf. En fait, j'étais comme dans un taf normal. Moi, j'avais les dents qui rayaient le parquet, je voulais tout défoncer. On m'a dit bah non, en fait, juste t'attends. Voilà. Tu penses que la formation est optimale avec un mentor, mais genre focus avec toi ou un petit groupe, pas un grand groupe? Je sais pas trop de quoi tu parles. J'ai pas envie de répondre à côté. Est-ce que tu peux préciser la question, Yann? J'avoue, là, tout de suite, heureusement, je vais devoir y aller. Bonne soirée, c'est un plaisir d'échanger. Bah, avec plaisir, Gaëtan, à la prochaine. On se voit à la prochaine. Et de toute façon, on prend vite un appel pour ton oral, pour les sujets pompiers, etc., pour que tu puisses mieux présenter. Hop là. N'hésite pas à préciser ta question, Yann, sur le sujet. Pas de souci, merci. Bonne soirée. Bah, bonne soirée à toi aussi, Gaëtan. À plus. Merci. Putain, on va essayer de défoncer la barre des 1 heure là, sur l'Aerox Pro à Malaga, là, donc ça va être cool. Euh, Est-ce que tu penses que pour se former à n'importe quel sujet, le mentorat est plus efficace que l'auto-formation? Bon, en soi, en t'auto-formant, tu te serviras forcément de sources externes. Mais je parle de contact direct avec la personne. Ouais. Alors, en fait, pour moi, ça dépend vraiment de comment tu es configuré cérébralement au moment où tu veux te former. Parce que je t'explique, moi, il y a des moments dans ma vie, être tiré par l'absorption d'un élan d'une personne, ça me servait de fou parce que j'avais besoin de ça et j'étais en vide de moi-même en réalité. Je voulais me remplir de l'autre, remplir de son savoir pour me sentir être. Et il y a des moments de ma vie comme là où je suis pleinement souverain de moi-même. C'est d'ailleurs tout ce que je transmets dans mon espace cool, la voix, hein, le plus de souveraineté intérieure possible. Je suis souverain de moi-même, je suis plein de moi, j'ai besoin de rien d'extérieur, je suis dans une plénitude permanente. Et en fait, avoir quelqu'un d'autre, c'est juste pour gagner de la data. C'est pas du tout pour qu'il m'implante quoi que ce soit dans le cerveau. Et je vais vraiment tout le temps être en train de prendre ce que je veux prendre. Et là, dans ce cas-là, en effet, bah, mieux vaut avoir accès à la data parce qu'il te l'a mis en forme, etc. Machin. Mais avoir un petit pied de recul. Et c'est pour ça que moi, dans mon espace, tu vois, là, je t'ai sorti l'espace pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Dans mon espace, en fait, avant même que ce soit payant, le seul sujet qu'on traite, c'est avoir le meilleur niveau
de souveraineté intérieure possible, le meilleur niveau de conscience possible, la déshypnose en fait. Et c'est pour ça qu'il y a d'abord tous ces modules-là gratuits et après on se pose la question de: «OK, est-ce que c'est bon pour moi maintenant est-ce que c'est le meilleur outil pour moi de m'engager dans un travail payant avec quelqu'un, avec un mentor? Est-ce que je suis dans la bonne phase de ma vie?» Et la question sera beaucoup plus pertinente et mieux répondue une fois qu'on a fait tout le premier travail qui permet du coup de se poser la question de OK, quel est le domaine prioritaire maintenant? Est-ce que c'est les thunes? Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est les relations? Ou est-ce qu'en effet on squeeze et on va à la métaphysique directe sur des choses beaucoup plus avancées qui permettront de vivre l'expérience de Dieu en soi. Mais pour ça, il faut que le soi soit bien installé. C'est pour ça que je fais tout ce travail d'abord. Sinon, c'est pas du tout une bonne idée. Donc, je pense avoir répondu à la question. Si c'est pas clair, dis-moi, mais je pense que j'ai bien répondu. Et après, on va se laisser. À moins que si tu as des autres questions, avec grand plaisir, hein. Avec grand plaisir. Mais sinon, ça fait déjà une bonne heure, donc je vais me permettre d'aller manger. Et en plus, s'il n'y a plus que toi, ça me donne une raison de plus d'y aller. Mais si tu as des questions, n'hésite pas. En vrai, avec grand plaisir d'y répondre encore. Et sinon, en vrai, n'hésite pas à foncer dans l'espace cool parce que c'est gratuit et que ça t'apporte de la value, mais de malade mental, quoi. De malade. Et justement, après, tu pourras te poser la question si tu as en effet envie d'aller plus loin et tout. Mais d'abord, il y a tout ce contenu gratuit qui va te permettre de exploser. Je te le mets là comme ça, si tu veux. Tu peux y aller checker et tout. Euh, on fait des lives aussi sur l'espace cool. Là, en ce moment, les lives ils sont très, très, très poussés. C'est des lives d'une heure et demie où, en gros, attends, je vais te montrer. C'est vraiment quelque chose. Hop. On fait les 7 lois hermétiques. Et en fait, j'ai repris pas mal de data chez Sacha et chez plein d'autres gens. Et en fait, je fais des lives d'une heure et demie où en gros, on bourrine. On bourrine, on bourrine, on bourrine sur la loi. Et le dernier en date, sur la loi des vibrations. Et là, putain, on a vraiment fait un taf de malade. J'ai rajouté plein d'extraits du film Lucie. Vraiment, le contenu permet de capter des choses, mais d'une puissance. Et en dessous, je fais des sous-parties. Là, il y a 40 sous-parties d'explications sur tout ce qui a été dit dans le live. Et après, on fait du question-réponse avec les gars et tout. Et franchement, c'est incroyable. Je pense que je vais commencer à faire des séminaires et tout. J'ai proposé aux gens et tout. Franchement, c'est incroyable. J'adore cette, euh, cette compétence et ce travail-là d'enseigner. C'est vraiment le truc qui m'a toujours plus plu. Quand je faisais de la formation aux jeunes sapeurs-pompiers, c'était pareil. Transmettre de la meilleure façon possible, ça me fait kiffer. J'adore apporter de la value aux gens. C'est vraiment un truc que je kiffe. C'est vraiment un truc que je kiffe. Mais si tu es intéressé par ces sujets, ça va te plaire, hein, Yann, c'est évident. Mais éventuellement, n'hésite pas à me faire un petit message et après, comme ça, je sais si je te laisse ou si je réponds encore à un truc. Parce que si tu me dis non, c'est bon, on se laisse, je pense que je vais me barrer, mais si tu une question, j'y réponds avec plaisir, comme dit. Non, je dois aller bosser pour un examen là. Merci en tout cas, c'était intéressant et j'irai voir le school. Ah bah cool, n'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé. Juste j'ai 17 et en ce qui me concerne, tout ce qui est sujet intéressant comme ça, j'ai l'impression qu'il y a toujours une barrière à l'entrée inconsciente du fait de mon âge. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, quand j'avais, cet âge-là, j'avais vraiment l'impression que, il y avait encore un fossé entre moi et ça. Alors qu'en réalité, bah, comme pourrait te dire Sacha, tu vois, c'est illusoire. Mais c'est illusoire en fait, c'est cette philosophie de Advaita Vedanta, qui dit toujours Vendetta, il me fait rire. Hem, c'est illusoire parce que une fois que tu l'auras saisi et maintenant malheureusement, visiblement, tu l'as pas encore saisi, sinon je pense pas que tu dirais ça, tu verras que c'est juste là, quoi. C'est pas un sujet, c'est pas un truc compliqué, c'est là, quoi et il y a des gens qui vivent l'éveil, j'ai un exemple, de quelqu'un là que j'ai entendu, ouais, il dit Vendetta toujours. J'ai un exemple de quelqu'un que j'ai vu là récemment dans une vidéo. Le mec, il a eu son éveil à 14 ans, tu vois? C'est pas dépendant de l'âge, tu vois? L'âge, c'est juste, bah, des unités de temps qui sont passées depuis que, certaines cellules se sont rencontrées et que la conscience s'est incarnée dans ton corps. Tu vois, on s'en fout en soi. C'est juste que là, avec le temps qui passe et les sujets auxquels on s'intéresse, bah, on accumule de la data et on rend le sujet plus explicite et on le transmet de façon plus simple et agréable. Mais en vérité, c'est une sensation, c'est une expérience, encore une fois, que tu dois vivre en toi. Et si tu te mets à full méditation, si tu fais 1 à 2 heures de méditation par jour pendant toute l'année à venir, je peux te jurer que les 10 ans de méditation que ce soit Sacha ou moi on ait fait, tu vas nous exploser en rapide parce que 2 heures de méditation pendant un an, on n'a jamais fait, hein. Même lui, qui médite beaucoup, peut-être même plus que moi, ouais, je crois qu'il médite plus que moi. Hem, je pense que, si tu fais du 2 heures par jour pendant un an, tu sais, c'est toujours des on off, tu vois? Quand on tient dans le long terme, en général, on a des périodes on, des périodes off. Si vraiment, genre, c'est un cap pour toi et que tu t'es mis l'objectif illusoire d'atteindre quoi que ce soit, ben, le niveau spiritualité, c'est comme, physique, c'est comme finance, c'est comme relation, c'est comme mental, c'est comme discipline, c'est comme tout, quoi. Tu vas tout péter d'un coup, quoi, si tu mets masse volume, masse intensité. Mais encore une fois, enfin, le message, c'est le même, il y a rien à atteindre, tu vois? Il y a juste à être. Mais cet état, visiblement, les gens n'arrivent pas à l'atteindre comme ça et donc il y a un travail à faire pour atteindre l'état où on est. Mais n'oublions pas que ce sera jamais un truc à faire, mais un truc à être. Il faut vraiment mettre les bons mots aux bons endroits, sinon on peut se perdre longtemps dans des loops comme ça, complètement malades. Mais voilà. Genre, je comprends la barrière à l'entrée inconsciente qui est une illusion que tu t'auto-imposes par ton âge, parce qu'il y a des gens qui vont avoir des rhétoriques plus fortes que toi. Oui, c'est vrai, mais du coup, parfois, j'ose pas m'intéresser deep à côté de gens plus âgés que moi par mon âge. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? C'est juste qu'il y a des gens, tu vas avoir l'impression qu'ils vont avoir une rhétorique, un logos plus fort que toi, parce qu'ils ont plus confiance en eux. En vrai, leur logos, il peut être totalement démonté si tu mets les bonnes pièces aux bons endroits, hein. Tout logos a sa, a sa limite, hein. Le logos, c'est encore une fois, c'est une illusion. Si tu creuses volontairement et profondément chaque concept, derrière chaque concept, il y a du vide. Ça, c'est un autre gourou qui m'a filé ça. C'est Bhaskar de la chaîne Hypnomachie. C'est très, très avancé, hein, ça demande beaucoup de ressources cognitives. Ça fait 1 an que je suis à je pense que je dois avoir une moyenne de 2 heures par jour, sur ces contenus et c'est des contenus que j'ai revus 10, 15, 20 fois, qui sont très compliqués, que des mots compliqués et tout. Mais quand tu fais la recherche avec une vraie rigueur scientifique et intellectuelle poussée sur chaque concept, tu trouves du vide derrière. Toute la science, tout ce qu'il y a de plus concret, tout ce qu'il y a de plus réel, tangible, matériel. Si tu t'intéresses à la physique quantique, ça vole en éclats. Il y a toujours une approche qui te permettra de faire voler en éclats les concepts. C'est juste que, est-ce que tu as besoin d'aller le dire à tout le monde, d'aller te confronter à tout le monde pour te le prouver à toi-même? Au début, oui, peut-être, mais à la fin, comme tu as dit, c'est illusoire. Donc, il y a besoin de faire ces aventures pour briser l'ego. Il y a besoin de faire, c'est pour ça que j'ai structuré comme ça mon accompagnement, hein. D'abord, aller se prouver à soi-même que mentalement, que financièrement, que physiquement, que relationnellement, on est le boss. Et après, derrière, on fait péter tout ça et on revient plus jamais derrière parce qu'on a soigné notre ego. Mais ouais, même pour la physique. Franchement, les trucs les plus sérieux, tous les plus grands chercheurs, les prix Nobel, etc., à la fin de la question qui se pose, c'est bah, il y a quelque chose derrière tout ça de plus grand parce que à la fin, on est sur des hypothèses, sur des hypothèses, sur des hypothèses. Et je vais vraiment t'apporter un truc là qui va te permettre peut-être de te détacher de ça. C'est la science se base sur le principe ignoramus. Nous savons que nous ne savons rien et ne saurons jamais rien. Et nous sommes prêts à remettre en question tous nos modèles. Et la science, son principe, c'est pas du tout de décrire le réel, c'est juste d'en faire des modèles, sans jamais réussir à s'en approcher plus que ça. Toujours un modèle, le réel. On fait un modèle pour essayer de s'en approcher, mais on n'arrive jamais à y être.
Et donc, la science va faire un modèle et des fois sur un modèle va construire un autre modèle et hop, 100 ans plus tard, on enlève le modèle de base et des fois, chez les gens qui sont pas rigoureux, qui sont légion, qui sont 99 des scientifiques, bah, on garde le modèle d'après, alors qu'on a remis en question le premier modèle et sur le modèle d'après, on continue de construire des modèles, des modèles, des modèles et un jour, il y a un modèle tellement fort qui vient tout envoyer, valser et donc quand tu mènes ta recherche rigoureusement et que tu t'intéresses à l'épistémologie, comment on sait qu'on sait? Tu te rends compte que déjà la notion même de réel, c'est indéfinissable, de façon non tautologique, tu vois? Qu'est-ce qui est réel? Ce qui existe. Qu'est-ce qui existe? Ce qui est réel. On n'arrive pas à accéder au réel. Nos 5 sens sont limités, enfin, il faudrait que tu ailles sur le school, je te donnerai l'accès, aux cours avancés là, sur métaphysique, il va te faire péter le crâne sur ces sujets-là, vraiment. Genre je rentre vraiment à fond là-dedans. Merci, j'avais vu ça en philo, mais j'avais mal compris, on avait vu qu'une et son idée de paradigme. Ouais, voilà, tout n'est que paradigme en fait. J'entrevois à travers la masse de mes croyances par mon paradigme ou par mes 5 sens, par tout ce que bref, mon moyen d'accès au réel, donc la science, les 5 sens, peu importe, tu peux être sensorialiste, tu peux être tout ce que tu veux. À la fin de la toute fin, c'est des modèles et tout le monde n'a que son prisme. Je vais te donner un exemple très simple qu'on voit dans la loi 1, les longueurs d'onde. Je vais te montrer le schéma des longueurs d'onde, il va te faire péter ton crâne, c'est évident. Les longueurs d'onde. Notre œil, qui est notre matrice biologique qui nous permet de percevoir via la vision, nous permet de voir ça. Alors qu'en longueur d'onde, ce qu'on connaît scientifiquement, donc il y a peut-être encore plein de choses qu'on ne connaît pas, c'est ça. Et tout ça, on ne voit pas, tout ça, on ne voit pas. La seule chose qu'on voit, c'est ça. Donc déjà, quand tu pars de là, tu te rends compte de la faiblesse d'accès au réel qu'on a. On ne voit pas les ondes radio, on ne voit pas les micro-ondes, on ne voit pas les infrarouges, on ne voit pas les rayons X, on ne voit pas les ultraviolets, on ne voit pas les rayons gamma. Et on ne voit pas tout un tas d'autres choses, énergie, peu importe, appelle ça comme tu veux, on voit pas tout ce qu'on ne connaît pas, on ne le perçoit pas non plus. Donc à partir de là, tu te rends bien compte que le réel est dépendant de ta perception, qu'un dauphin, bah, lui, va voir des choses que nous, on ne voit pas parce qu'il a un sonar, donc il envoie des ondes, et donc ce que le son a cartographié lui renvoie en image mentale. Bref, encore une fois, la vision du réel, l'expérience de la double fente de Jung, c'est pareil en fait. Oh, je ne vais pas rentrer là-dedans, on va se péter le crâne. Je te laisserai aller checker. Dès que tu es rentré sur le school, je verrai ta notification. Je verrai, enfin, tu t'appelles Yann, donc je verrai. Et derrière, je te donnerai l'accès aux cours avancés et tu vas voir, quand tu auras le temps de dig là-dedans, ça va te péter ton crâne. Mais on n'essaie pas d'arriver à le voir. Si, en fait, c'est ça. On essaye. On essaye inexorablement. On essaye d'accéder au plus de réel possible. Mais on est limité. On est limité par nos moyens cognitifs. Donc notre cerveau bah, fait office de matrice. Donc c'est lui qui va venir filtrer ce qu'on peut accéder du réel et bah, par les moyens sensoriels qu'on a. Quoi. Malheureusement, on est un peu kéblo par ça. Quoi. Donc jusqu'à après la vie, normalement. Alors, tu vas voir que je préfère pas le dire là. Tu verras dans le cours avancé quand on avance vraiment. Il y a des choses qu'on. Six Sense, bah ouais, c'est bon, je te reconnaîtrai, c'est comme sur YouTube. Tu vas voir que au bout d'un moment, genre, tu seras peut-être plus tant limité que ça par tes 5 sens. Ça paraît un peu lunaire ce que je dis, mais ça se vit en fait, ça sert à rien d'essayer de l'expliquer. Il y aura des défenses immunitaires psychiques qui vont t'empêcher d'accéder aux propos. D'ailleurs, tout le travail que je fais dans le school, là, sur le cours avancé, c'est de faire baisser ces défenses immunitaires psychiques en employant plein d'heuristiques, de cadres de pensée différents, donc que ce soit herméneutique, donc l'étude du sens caché des textes, physique quantique, sciences brutes, tu vois, expérience personnelle, bref, plein de choses et je prends par plein de thèmes, tu vois? Plein de thèmes différents pour faire baisser ses défenses et accéder aux propos. Et quand on accède aux propos, qu'on arrête de se concentrer sur le doigt qui montre la lune et qu'on regarde en effet la lune, eh bien, on se rend compte que, en effet, il est possible de sortir un petit peu de la matrice des 5 sens, mais ça demande, encore une fois, un travail colossal. Est-ce qu'on a envie de le faire? Par curiosité au début, oui. Dès qu'on a accepté un petit bout, on se rend compte, c'est comme le sport. Dès qu'on est à un très bon niveau, on se rend compte de tout l'énorme travail qu'il faut faire pour atteindre le très très haut niveau. Et est-ce qu'on a envie de le faire? Non, c'est bon, on a acquis, on sait que ça y est, on est capable d'eux, donc on n'a plus envie d'aller aussi loin. C'est la même chose. Et donc, bah, on se rend compte assez rapidement que tout ça n'était qu'illusoire et c'était juste pour exalter l'ego et on se repose dans la présence et on se dit: «Bon, qu'est-ce que va être la prochaine aventure?» Mais en effet, ouais, on peut aller plus loin que les 5 sens, largement. C'est largement faisable et c'est une des choses que,
Alors Sacha, je sais pas, parce que dans son accompagnement, j'ai pas encore, trop avancé, mais apparemment, c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement de Sacha aussi un petit peu et c'est ce qu'on fait dans le mien, clairement. Heu, Sauf que moi, j'ai laissé une bonne partie gratuite, ouverte. Voilà. En gros, voilà un peu l'idée. Heu